Allez, on revient pour la suite et la fin avec nos invités au Togo. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC a été revu à la hausse. Il passe depuis le 1er janvier 2023 de 35 000 à 52 500. Dans une récente sortie, le mouvement Martin Luther King invite les autorités togolaises à passer rapidement à la phase d'application de ce nouveau SMIC, surtout dans les sociétés de la zone franche. On commence par vous, Adam Adjournou. Ce mouvement est porté par quelqu'un que vous connaissez très bien, pasteur Edo Komi. Il appelle à une application rapide du nouveau SMIC. Cela veut dire peut-être que le pasteur et son mouvement ne croient pas trop au gouvernement togolais. C'est l'interprétation qu'on peut donner ou bien... Non. Moi, je pense que l'interprétation est liée, en tout cas, sur l'application qu'on connaissait de l'autre SMIC. Lorsqu'on était à moins de 40 000 francs, vous avez constaté que régulièrement, il y avait des voix qui se levaient dans les entreprises, surtout de la zone franche, qui le disaient que le salaire minimum n'était pas respecté dans ces zones-là. Et lorsque nous descendons encore plus bas, aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui sont aujourd'hui porteuses, disons, de la voix d'aide domestique, qui essaient véritablement également de monter sur le chrono en dénonçant le fait que la plupart des foyers ne respectent pas le paiement de ces SMIC-là. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement peut jouer l'intransigeance à tous les niveaux donnés. Puisque aujourd'hui, le gouvernement a dans une poursuite de pouvoir avoir plus de masse qui ont trouvé de l'emploi que de pouvoir véritablement jouer sur la qualité en réalité du paiement. Puisque ça, c'est justement politique. Et peut-être dans les règles établies, on peut quand même le comprendre. Puisque l'orientation, c'est d'avoir des emplois décents. Qui parle de l'emploi décent voudrait dire quand même que les gens sont bien payés, mieux traités et pris en compte dans la couverture sanitaire qui aujourd'hui est une politique où le président de la République lui-même est très regardant sur cette posture, c'est de faire en sorte que la population puisse se soigner au moment opportun, quel que soit votre niveau de vie. Et sur cet aspect-là, je pense que lorsqu'on prend, et surtout nous également, qui sont des patrons de presse, ne sont pas épargnés, vous savez quand même qu'il y a l'épée de Damoclès qui plane déjà avec cette réforme-là engagée, qui est en train de devenir à grands pas. Nous sommes également interpellés. Non, pas individuellement. Lorsque la question est prise d'une manière individuelle, moi je vous dirais peut-être oui. Mais allez-y savoir ailleurs. Est-ce que la grande majorité, l'essentiel aujourd'hui, le gouvernement veut quand même que la grande majorité puisse donc respecter. Voilà pourquoi je dis dans une politique où, puisque dans tous les États, c'est le secteur privé qui emploie plus. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait quand même qu'il y ait une pédagogie. C'est vrai que le ton est donné, respectons le SMIC, etc. Mais il faudrait quand même qu'on ait une pédagogie amenant les gens. Puisque déjà lorsque vous prenez l'environnement, il y a des mesures incitatives et même déshonorer certaines entreprises où pratiquement des mesures ont été déshonorées, permettant donc à ces entreprises-là de respecter plus ou moins ce SMIC-là. Mais l'intransigeance du gouvernement serait très difficile puisque aujourd'hui le gouvernement mise beaucoup plus sur la masse que de pouvoir miser sur la qualité. Et je pense que l'exemple peut être vu partout à vous passer, mais je pense que la pédagogie devait être mise en avant plus que l'intransigeance. Alors, Prosper Agboklo, on voit la volonté du gouvernement à tous les niveaux, sauf que, comme les gens le soulignent souvent, il n'y a pas trop de suivi. Récemment, on a vu par rapport au loyer et autres, surtout, comment l'appelle-t-on, aux avances. Alors, ce n'est toujours pas respecté dans les coins de Lomé et d'ailleurs. Alors, peut-être que c'est à partir de cela, le pasteur Edo Komi et son mouvement sont sortis. Oui, c'est un problème d'ordre social et économique posé par le président de la République lors de son discours de fin d'année. C'est du point de vue général un aspect qui touche le secteur privé plus. Mais de là aussi, il faut sectariser
et voir, le pasteur doit parler donc du secteur qu'on appelle de la zone franche. Oui. Vraiment, je crois quand même que... Qui pénètre d'ores déjà à respecter le SMIC. Voilà. Vous voyez à peu près. Donc je crois que c'est une entité entièrement à part par rapport aux autres, enfin, à certaines catégories d'entreprises privées. Quand on parle tout à l'heure donc des entreprises de presse, il y a quelque chose à dire là-dessus. Quand on prend les institutions scolaires, les écoles, les radios, tout ça là, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir, revoir avant donc de parler donc de l'application systématique, strictement de ce SMIC-là. Mais par rapport à la zone franche, par exemple, c'est une zone porteur quand même de fonds où on fait énormément d'argent là-bas, et je crois quand même vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on n'a pas respecté. Justement, et que l'État lui-même soit, à mon avis, complice de cet aspect-là où les gens ne sont même pas sécurisés, il n'y a même pas comme on appelle de l'assurance. Oui. La couverture sociale. Il n'y en a pas, et des gens qui sont parfois, comme on appelle, délaissés pour compte dans cette partie donc, de l'économie. On le voit avec des accidents de travail. Des mains coupées, des gens qui reviennent avec des maladies qui leur ont été insufflées donc, par les odeurs nauséabondes donc, des machines. Bon, je crois quand même que sur ce plan, je supporte vraiment la démarche qu'il faut. Voilà, maintenant, sur ce plan-là, si l'État peut revoir, comme on appelle, au niveau donc matériel, ce qu'il faut faire pour que les autres entreprises puissent le faire. Puisque, vous savez, le prorata même, plutôt le SMIC même, est calculé au prorata en fonction de l'heure du travail, le paiement à l'heure, multiplié par le nombre d'heures par jour, par semaine, au mois. En principe, c'est de là qu'on peut arriver au SMIC, au 52 500. Maintenant, un professeur qui travaille, par exemple, au prorata de 1000 francs l'heure, qui n'a que 2 heures peut-être par semaine, comment est-ce qu'on va la rendre? C'est là où l'État doit avoir une assise, une rencontre avec je sais que c'est programmé, on a fait les enquêtes un peu partout. Mais on nous dit qu'on a déjà fait ces réunions. Avant même de fixer. Mais dans l'applicabilité, je crois quand même que ce serait difficile. Bon, il y a certains secteurs qui ont promis que l'année prochaine, ils vont l'appliquer parce que le budget qu'ils ont de l'année prochaine, voilà, à partir de l'année prochaine, puisque le budget... ce qui se comprend également, qui se comprend, parce que déjà janvier, lorsque par exemple, je ne vous coupe pas la parole, lorsque vous prenez par exemple le secteur de l'éducation, le budget est élaboré en début de la rentrée scolaire. Et tout le monde sait que le début de rentrée scolaire, c'est septembre ou au plus octobre. Et le CIMIC avait été donc fixé en janvier. Mais connaissant la rigueur du ministre de tutelle, je pense qu'il faudrait quand même, il devrait y avoir un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là. C'est ce qui mécontente un peu les amis qui sont aujourd'hui dans les écoles privées, estimant que normalement le gouvernement devait mettre la pression à ce qu'ils commandent déjà pas payer ce SMIC-là, parce qu'il y avait des grincements dedans. Entre-temps, puisque c'est eux qui connaissent les effectifs, ce qu'on dégage pour assurer la bonne marche de l'établissement, ils le connaissent, etc. Donc ils savent véritablement qu'il y a de l'argent et qu'on refuse pertinemment donc de les payer ou de les prendre en chasse, en tout cas à la hauteur des souhaits. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est vrai que nous sommes dans un régime déclaratif et je me pose la question, puisque les États sont toujours donnés, vous prenez que ce soit dans ces écoles-là ou ces entreprises de zone franc que vous avez citées, chacun produit quand même les états financiers. Et c'est vrai que c'est dans un régime déclaratif, mais on nous dit également qu'il y a des inspecteurs qui font régulièrement des visites inopinées et intempestives pour redresser un certain nombre de structures. Mais lorsque nous voyons par devant nous que ces structures-là véritablement font énormément de l'argent et que les gens se plaignent, puisque les inspecteurs vont, et cela fait souvent la une des publications, cela devait interpeller ces unités-là de gestion, de pouvoir aller voir si réellement cette entreprise-là, par rapport à ce qu'ils déclarent et ce qu'ils sont en train de traiter, le traitement réservé donc à leurs employés, et justement faire en sorte qu'ils puissent donc
recouvrir les fonds qui doivent aller au niveau donc de l'OTR et permettre une gestion quand même fine, que de pouvoir donc les laisser comme ça. On déclare ce qu'on veut et justement on ne traite pas même bien les gens et on ne fournit pas le nécessaire pour l'OTR. Je pense que c'est doublement. Et ce sont les expatriés pour la plupart du temps qui ont le monopole même. Et que justement cela se passe mal. Mais si c'était vraiment des citoyens, que nous sommes Togolais, vite fait, on t'envoie des inspecteurs pour venir te redresser facilement, pour te mettre au pas. En tout cas, le mouvement Martin Luther King entend jouer le rôle de gendarme pour contrôler et évaluer son application. Sada, comment Sadio et tout, VUL. Alors, vous connaissez bien Pasteur Edo Komi et Sato. Ici. Alors, comment vous comptez, vous pensez qu'ils vont contrôler les choses? En dénonçant seulement ou bien ils vont pouvoir parler en agissant? Non, ici, moi je ne connais pas les moyens d'action du pasteur Edo et de son mouvement. Mais moi je vais faire des analyses sur la base de cette revalorisation du SMIC et de ses implications. Je crois qu'il faut être sincère avec nous, il faut être sincère avec nous-mêmes. Nous connaissons nos réalités dans le pays et je ne suis pas convaincu que déjà entre nous, sur ce plateau ici, il y ait quelqu'un qui a les moyens de payer 52 000 à un travailleur domestique dans sa maison. Soyons sincères avec nous. Donc ceci dit, cela veut dire que l'application forcément de ce SMIC-là, dans certains contextes est difficile. Va être sectoriel. Va être sectoriel. On a parlé d'analyse sectorielle sans être sectariste. C'est ça. Donc ça va être difficile. Mais ceci dit, ce serait difficile pour une entreprise légalement constituée et même qui fait partie de la zone industrielle de ne pas être en conformité avec les tests de la République. C'est quand même une aberration parce qu'une zone franche, c'est des avantages fiscaux qu'on vous donne. Ouais. Ils sont exonérés sur beaucoup de choses. Exactement. Et si le minimum qui est de respecter premièrement le SMIC-là, le minimum qui est de respecter les normes sanitaires pour que vos employés puissent être en bonne santé, ne sont pas respectés, je ne dirais pas que l'État est complice, mais je dirais que l'État est vraiment, c'est-à-dire est passif face à ces situations-là. Mais moi, je l'ai toujours dit quand plusieurs associations ont maintenu bec et ongle qu'il faut forcément augmenter le SMIC pour soulager la population. Moi, je ne sais pas que je dise que l'augmentation du SMIC n'est pas un effet puisque c'est des gens qui vont en bénéficier. C'est des gens dont le traitement salarial va être amélioré. Mais moi, je dis que en termes de masse, puisque vous avez parlé beaucoup de toucher un plus grand nombre de personnes, quel impact cela a réellement sur la population? Parce que vous savez, les chiffres de l'emploi au Togo, quand on prend la part du secteur informel, 70%, et déjà on sait que 70% est dans l'agriculture. 70% est dans l'agriculture. Et le secteur informel, cela contribue à entre 20 et 30% de notre PIB. Le secteur informel, c'est quoi? C'est plus de 50% de la valeur ajoutée. Là, je parle des données macroéconomiques. C'est plus de 50% de la valeur ajoutée de toutes les branches de l'économie. Cela veut dire que quand on parle de l'informel, c'est des gens qui ne se trouvent pas dans ce que vous appelez le SMIC. Plusieurs fois, quand le chef de l'État intervient en fin d'année pour faire des annonces, on parle de prêts à taux bonifiés accordés aux fonctionnaires, on parle de ci, de ça, parfois de rééchelonnement du paiement, etc. Mais qu'est-ce qu'on accorde? Quelle est la part du secteur informel, des travailleurs du secteur informel dans toute cette promesse-là? Et moi, j'ai souvent dit que si on voit d'un côté les mesures, les avantages qu'on accorde aux fonctionnaires, qu'on accorde aux gens qui travaillent vraiment dans un cadre légal et formel, on peut dire et considérer que le secteur informel est vraiment orphelin de ces mesures-là, de ces avantages-là qu'on accorde aux fonctionnaires, à ceux qui travaillent dans des entreprises. Et moi, je l'ai toujours dit qu'augmenter le SMIC, ça ne va vraiment pas agir sur l'effet de masse voulu, ça ne va pas agir. Les fonctionnaires, ça n'atteint même pas 2% de la population. Quand on ajoute ceux qui travaillent, allez,
là, je dis que 70% de plus de 70% de la population active est agricole, donc dans l'informel. Ajoutez ceci, le commerce, dans lequel on sait qu'à Sigamé, combien sont vraiment structurés. Ajoutez cela à eux. Donc, et apprécier combien vont s'ajouter à ces 70% là pour que chaque fois on parle de SMIC, on parle de fonctionnaires, on parle de ci. Moi, je pense que aujourd'hui... Vous pensez que c'est plus des effets d'annonce? Je ne dis pas que c'est des effets d'annonce, puisque c'est des gens qui vont en bénéficier. Ceux qui travaillent, par exemple, dans la zone franche, ils vont en bénéficier. Mais je dis que cela n'aura pas de l'effet de masse voulu à l'échelle de la population. C'est ce que je dis. Donc, moi, je pense que, par exemple, Adam a parlé tout à l'heure de l'assurance maladie universelle. Oui, ça, par contre, tout le monde, toute la population peut en bénéficier. Ceux qui sont dans la formelle peuvent prétendre à bénéficier de cela. Donc, moi, étant peut-être, si je devais être le porteur d'une voix qui représente les intérêts de la population, je ne m'attacherai pas à cette affaire de SMIC-là personnellement, parce que ce n'est pas toute la population, l'entièreté des travailleurs qui se retrouvent dans ce que vous appelez le SMIC-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose clairement à ceux qui travaillent dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'on propose à ceux qui sont dans le secteur informel? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que, quoi qu'on le dise, je l'ai, à l'entame de mes propos, je l'ai dit, combien sommes-nous à payer 52 000 au travail domestique? Soyons sincères, combien sommes-nous? C'est point d'interrogation. Donc, ne faisons pas une affaire d'État, cette affaire de SMIC, quoique c'est important. Alors, Prosper, Pasteur Edo, comme élu, il pense plus à la zone franche, on l'a dit tout à l'heure, à nos chers frères et sœurs qui travaillent à ce niveau. Cela veut dire qu'il y a un réel problème. Oui, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Moi, j'ai, par rapport à la zone franche, il y a quand même des témoignages qui arrivent par lesquels l'on nous informe, enfin, nous sommes informés donc des non-dits dans cette zone où pratiquement il y a des nationaux qui sont en connivence même avec les patrons étrangers qui viennent, qui maltraitent nos propres citoyens. Enfin, ils sont complices donc de ces massacres-là où des avantages leur sont accordés, mais ces avantages-là sont supprimés, retirés. On leur impose un certain nombre de choses qui sont carrément, ne sont pas en accord avec le social, la vie dans la société. Donc je crois quand même que Pasteur Edo, c'est quand même une association des droits de l'homme qui défend... Le MMLK, pas la personne. Le mouvement Martin King rentre donc dans ce cadre donc, de défense des intérêts des sociétés, des communautés. Et je crois quand même que c'est son devoir de le faire, de rappeler. Il faut que de temps en temps, à côté, qu'il y ait des lanceurs d'alerte vis-à-vis donc des décisions, des propositions faites par l'État. Donc pour moi, c'est légitime. Et ce secteur-là, il faut le revoir carrément. Il faut que l'État ait une acuité. Bon, je ne dirais pas que entre-temps, quand il y avait eu ce problème-là entre les gens de Amina Mèche et leur employé, vous vous rappelez de cette histoire? On a vu le ministre Bahara monter au créneau. Oui, à l'époque, expliquer les choses par rapport à ce qui se passe maintenant. Si d'aventure, l'État doit avoir, comme on le dit, un œil dedans, et être plus près donc des actions pour défendre plutôt l'intérêt des nationaux, moi je crois quand même que c'est ça le devoir régalien donc de l'État. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais à quelque part, souvent, on pense, en fait, selon les dires et les conclusions qui sortent donc d'un certain nombre de dires, vous allez sentir que plus les gens là sont protégés par rapport aux dégâts qu'ils causent vis-à-vis donc de leurs employés, qu'ils ne sont protégés plutôt par l'État. Donc je crois quand même qu'il y a un certain nombre de choses à dire et que, évidemment, il y a des problèmes.
il y a des problèmes parce que c'est des capitaux qui sont rapatriés après. C'est les Libanais qui viennent créer des trucs, les Indiens qui viennent implanter. Il ne faut pas cibler les nationalités. Non, ce n'est pas des nationalités. Mais quand même, c'est des réalités qui sont les là. Libanais, c'est ça un dispositif. Bon, d'accord, je retire le mot si vous le voulez ici. Par respect donc à toutes les personnalités, enfin les nationalités, je crois quand même qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir régulariser, régler donc un certain nombre de problèmes sur le plan économique. Parce que les gens viennent pour gagner leur vie. Et souvent, c'est des gens qui ne sont même pas déclarés à la caisse. Et ça aussi, je crois quand même que c'est un certain nombre donc d'aspects sur lesquels vraiment il ne faut pas lésiner, qu'il faut travailler pour que le travailleur togolais puisse bénéficier effectivement du fruit de ses efforts. Alors, quand on voit le développement de Prosper, on sent que c'est une guerre que va mener le mouvement Martin Luther King et son président, Pasteur Edo Komi. Est-ce que vous pensez que le mouvement a les armes pour... Non, au-delà, moi je pense que c'est une guerre qui est inopportune. Et comme je l'ai dit tantôt, parce que parler de guerre serait quand même de vouloir mettre tout le monde dans un même panier, et cela contraste drastiquement avec l'analyse tenue tout à l'heure par Sadio, sur lequel, sur certains aspects, moi je ne serais pas aussi totalement d'accord. Pour la simple et bonne raison, lorsque vous prenez les politiques publiques ciblent entièrement tous les secteurs d'activité. Que ce soit 1% de la population employée dans un secteur, il faudrait quand même que les politiques publiques puissent avoir un œil regardant là-dessus et améliorer le quotidien de ces gens-là. Et c'est l'ensemble réuni qui viendra donc impacter le pouvoir d'achat. Puisque la question finale, c'est justement le pouvoir d'achat. C'est en cela d'ailleurs même que vous allez constater que ces derniers temps, et nous l'avons aujourd'hui fait une longue analyse, et qui d'ailleurs même n'est pas une analyse seulement concernant donc l'agriculture, qui n'est pas une analyse liée seulement au Togo. Nous sommes allés avec cette politique portée d'ailleurs même par l'Afrique. C'est au niveau du Sénégal où on a organisé un sommet Nourrir l'Afrique. Ça voudrait dire qu'au même moment, lorsque vous prenez beaucoup de politiques quand même sont orientées dans ce secteur-là, faisant en sorte que quand bien même qu'on sait que c'est un secteur informel où pratiquement les gens n'ont pas un salaire donné, à moins que vous-même vous le situez. Et ça, je pense que beaucoup d'entreprises sont allées en formation, former ces gens-là pour que quand même, lorsque nous travaillons, nous sommes dans un secteur informel. Lorsque vous imaginez ce que vous dépensez, vous dépassez de loin d'un fonctionnaire. Mais au même moment, cela doit vous interpeller à pouvoir préparer soit la retraite, avoir des couvertures sociales, etc. Donc c'est toutes ces politiques-là réunies qui amènent. Puisque d'abord, la question du SMIC n'était pas une émanation même du gouvernement. C'était quand même des cris d'alarme qui avaient déjà commencé par professer au niveau de ces sociétés-là, ceux qui sont employés. Et c'est une évidence, parce que lorsque nous prenons dans la sous-région, la plupart des pays ont franchi déjà le cap de 50 000. Ça voudrait dire quand même que nous sommes dans une période où pratiquement le coût de vie est vraiment élevé. Il faudrait quand même que ce SMIC-là advienne. Mais maintenant, l'effectivité de ce SMIC-là, comme il le disait, pas dans tous les secteurs, comme tout le monde le sait, on ne peut pas aujourd'hui engager un domestique. C'est vrai, la question se pose, combien de Togolais? On peut lancer un avis aujourd'hui qui a une maison qui veut payer 50 000, vous verrez plus de 1000 dossiers qui vont venir. Ça vous dire quelque part que c'est un secteur où il est très difficile quand même aux ménages de pouvoir véritablement tirer le coût de 50 000. Ça, c'est une évidence. Voilà pourquoi moi je parle d'une pédagogie et faire en sorte que le gouvernement, c'est pourquoi je dis le gouvernement ne peut pas rester dans l'intransigeance comme le voulait ou le souhaiterait MMK, mais dans certaines activités, notamment les zones franches, qui est surtout son secteur de prédilection, ça doit être appliqué à la lettre. Et je référence le fait qu'il y a des états financiers de ces entreprises-là qui peuvent démontrer à souhait, qui peuvent vraiment tenir le coup en ce qui concerne le SMIC. Alors, VL, parlant du mouvement Martin Luther King, il a demandé à tous les travailleurs qui ne seront pas rémunérés en fonction du nouveau SMIC à la fin de ce mois de janvier, de se signaler pour les conduites à tenir. C'est une bataille qui s'engage. Bon, vous savez, moi, comme je l'ai dit, je ne sais pas comment le mouvement en question veut s'y prendre. Je ne dirais pas que c'est une bataille, je ne sais pas là où il veut en venir, mais il a posé un sujet d'intérêt national. Et moi, je dirais qu'il faut aller aussi au-delà de ces constats et aussi dire parfois la difficulté que rencontrent ceux qui sont chargés d'aller vérifier
l'applicabilité, l'application de ces mesures-là, je veux parler des inspecteurs du travail. Ils sont au nombre de combien? Pour quelle population? Et ils ont, c'est-à-dire, ils ont quels moyens à leur disposition? J'étais ami à un responsable d'une entité liée à l'État où il me faisait la confidence que parfois, il est obligé de leur passer, lui, ses véhicules pour qu'ils puissent aller effectuer les missions d'inspection. Et parfois, il y a de ces témoignages hallucinants où on vous dira qu'en complicité avec le directeur des ressources humaines, quand les inspecteurs du travail viennent, eux, ils ne se contentent que de vérifier ce qui est extrait du système informatisé qui permet la gestion des ressources humaines sans aller questionner les employeurs. On vous dit, voilà les états, vous ne questionnez pas pour savoir si c'est vrai et ce qui est déclaré, ce que vous voyez dans le système là appliqué. Donc, c'est des choses qui reviennent souvent. On vous dit qu'on ne nous paie ça, mais quand les inspecteurs du travail sont venus, ils ne nous ont pas questionné. C'est pour aussi parler de la difficulté, c'est-à-dire le sous-effectif. Il y en a combien, pour combien d'entreprises, pour combien d'employeurs, pour combien de salariés au Togo. Ils ont quels moyens? Et la question fatidique, ils sont payés à combien? Quand nous savons, vous avez parlé tout de suite de certaines pratiques, quand nous savons parfois la capacité de nuisance de certaines personnes à percevoir des pots de vin au détriment des valeurs pour lesquelles ils ont accepté de travailler dans la fonction publique, etc. etc. Donc je crois que le principe doit être que l'État doit montrer, je dirais, une certaine intransigeance. Quand des entreprises, en tout cas, c'est inadmissible d'avoir des entreprises en zone franche, ce qui veut dire que l'État leur concède des avantages fiscaux. Parfois, juste, on leur donne, parfois c'est des terrains gratuits qu'on leur donne. Parce non, mais la pierre là, comme exemple, voilà, c'est vrai que c'est une mesure incitative, mais quand même, ce sont des avantages. C'est inadmissible qu'on ait qu'on accorde des avantages fiscaux à des entreprises qui, en retour, ne respectent pas nos tests. Oui. Et je crois sur ce point, le ministre de l'économie doit être ferme sur cette question-là. Cela ne devrait pas... Cette voie ne devrait pas être portée par une association normalement. C'est comme on triche l'État. Je vous accorde des facilités et moi, mes ressortissants, mes employés, vous ne les valorisez pas. Ils ne travaillent pas dans des conditions optimales de sécurité, etc. Mais c'est l'État lui-même qui doit partir en combat en premier lieu contre. Comment dit-on, ces hors-la-loi là, si on peut les appeler ainsi. Oui, vous permettez. Oui, je pense que ce qui révolte pour la plupart du temps ces employés-là, c'est lorsqu'on vous professe, disons, des paroles que voilà, c'est votre propre gouvernement qui a dit nous voulons payer, voilà, nous payons tel ailleurs, et c'est votre propre gouvernement, les autorités qui nous ont dit de faire tel. Bon, nous n'avons pas des éléments. Mon frère, moi j'ai mon propre exemple. Il y a une entreprise. Il y a une entreprise. Excuse-moi de te couper. Il y a une entreprise. On avait discuté. Il voulait que j'occupe une responsabilité. On avait déjà ficelé le salaire. Un jour, il m'appelle, me dit non, que vos inspecteurs sont venus. Ils ont dit que s'ils te paient ça, ils auront ça. Donc, nous sommes. C'est des questions qui reviennent souvent. C'est-à-dire, on dit, ah, c'est telle personne qui nous a dit. C'est des choses qui reviennent. Cette semaine. Que nous avions la volonté de vous payer tel, mais nous, on nous a dit de vous payer tel. J'ai envoyé un journaliste sur un reportage où, pratiquement après le reportage, il n'y avait pas de facture à soumettre, où il y avait une consort qui était dans l'équipe qui disait que non, ailleurs, nous, on paie pour ces reportages à 50 000. Et aujourd'hui, vous prenez 5 000 francs et vous êtes content, vous ne réagissez pas. C'est les vôtres qui sont venus dire de vous donner 5 000. Donc, vous voyez, déjà, donc ça voudrait dire quand même, il y a de ces esprits-là qu'il faudrait quand même interpeller le gouvernement à vouloir dans leur refuser. Si nous voulons véritablement avoir un pouvoir d'achat, c'est de permettre à la population, si ces opportunités-là arrivent, que les gens puissent en bénéficier. C'est le Togo quand même qui gagne. Donc, il faudrait quand même que ces habitudes-là... Et il y a une chose qui est sûre, si nous ne nous respectons pas entre nous-mêmes, les gens ne vont pas nous respecter. Là, ça veut dire, la personne ne te respecte et nous, il ne respecte pas les journalistes. Nous l'avons imposé. Voilà, si nous ne respectons pas ce n'est pas les gens qui vont nous respecter. Vous voyez à peu près ce qui se passe, on appelle les échanges de colis importants qui arrivent sur la table des personnalités par rapport aux employés. C'est grave, donc c'est des choses à corriger. Merci beaucoup à vous, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci également à vous, Sana Veilleur. Comme là, Sadio Etchou, vous êtes c'est moi, merci. Économique et sociopolitique. Merci au confrère Adam Madjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On vous dit également merci. On se retrouve prochainement
toujours avec le même plaisir. À bientôt.